4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Plus 30 seconds into this historic mission. Flying crew on board Dragon and Falcon 9, and look at them go. Falcon power telemetry nominal. Au bout d'une minute. M1D throttle down. We're throttling down to get ready for the period of maximum dynamic pressure. We're in the throttle bucket. Reports say all systems are go. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach 1 on the Falcon 9. M1D throttle up. We're throttling back up to full power as we're through max Q. Copy, 1 Bravo. And we heard that 1 Bravo call out. That's just the second abort zone that they're in. They'll continue to be on this until the first stage has done its job and they switch over to the second. At this point, Bob and Doug pulling about 2.3 Gs, 2.3 times the Earth's gravity, already moving at over 1,500 miles per hour. We've heard the call out for MVAC engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Right now, everything continuing to look good. Next major event coming up is going to be the triple. We'll have main engine cutoff of the 9 first stage engines, stage separation, and then ignition of the second stage engine to continue to carry astronauts into orbit. Coming up in about 20 seconds. M1D throttle down. We heard we're throttling down the Merlin engines on the first stage. And we have Miko. Premier étage. Voilà, 2 minutes 30. Miko. Falcon stage separation confirmed. Étape prochaine, c'est l'allumage du 2e étage. Le premier vol habité de SpaceX qui a donc décollé, événement historique que vous vivez en ce moment même sur BFM TV. 2 astronautes américains à bord. Un mot sur ce décollage. D'abord votre sensation, Jean-François Clairvoy. Je suis très heureux pour toute la communauté astronautique, les agences spatiales, le programme ISS, les astronautes, parce que c'est vraiment une première phase qui s'est déjà bien déroulée. Bon, il faut attendre les minutes qui suivent, mais c'est de bon augure et on en a envie. Vous savez, les astronautes ne sont pas des personnes qu'on va chercher. On aimerait bien que tu deviennes astronaute. Tous les astronautes sont des personnes qui, de leur propre chef, ont décidé de répondre à un appel à candidature. Donc, ils veulent se trouver là un jour. Et donc, pour eux, je suis très, très, très heureux. Philippe Wilkens. Oui, en tant qu'institution, je représente l'Agence spatiale européenne et bien sûr, c'est notre partenaire principal, la NASA. Donc, on va faire et on fait des tas de choses avec eux. Nous sommes extrêmement contents de voir que cette mission est en train de se dérouler de façon nominale jusque-là. À partir de quand on peut dire ça y est, c'est bon, c'est réussi? Alors, on va le dire quand la mission sera revenue, c'est-à-dire quand les astronautes seront sains et saufs sur le plancher des vaches, si je puis dire. Mais sur le décollage, dans cette phase. La séparation de la capsule sera extrêmement importante autour des 12 minutes. Donc l'injection, ce qu'on appelle l'injection, pour obtenir cette vitesse, cette propulsion maximale, et la séparation, bien sûr, du lanceur. C'est 12 minutes après le départ, voilà. C'est ça. Donc c'est à peu près là maintenant, dans 7 minutes, on voit l'image de ces hommes. Aussi. Cette capsule, c'est impressionnant parce que les parois sont entièrement lisses. Dans la navette spatiale, il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit. Là, c'est lisse, il n'y a rien sur les parois. On n'a pas l'impression qu'ils sont dans une capsule comme on les a connus jusqu'à présent. Mais racontez-nous ce qu'ils ont vécu physiquement, là, ce qu'ils sont en train de vivre au moment du décollage. Alors,
Ils sont proches de 1,5, 1,6 G au décollage, c'est-à-dire une poussée dans leur dos qui est supérieure à celle de leur poids par un facteur 1,5 à peu près. Ça monte jusqu'à 3 ou 4 G en fin de poussée, puisque le nombre de G, le nombre de fois qu'on se sent pesé lourd et tassé sur le siège, c'est la poussée divisée par la masse. La poussée, elle reste la même, mais la masse, elle diminue à plusieurs tonnes par seconde de carburant consommé par les moteurs. Quelles sont les consignes qu'ils doivent respecter pour bien vivre ce moment? Alors, c'est regarder des paramètres clés en fonction desquels, selon leur valeur, ils doivent agir pour sauver, pour régler la panne, pour gérer la situation. Ou observer, suivre la gestion du vaisseau par les automatismes, ce qui est plus dur que de le gérer vous-même manuellement avec des interrupteurs. Donc là, on leur demande de surveiller l'automatisme. Rachel Villain. Oui, c'est très très impressionnant et ce moment est très important pour toute, comme vous l'avez dit, pour toute la communauté spatiale, pour la NASA, pour SpaceX aussi, parce que c'est un moment très important pour cette société qui mène beaucoup de chantiers très importants, très ambitieux en même temps. Et donc, c'est une étape clé. Alors, on est toujours dans cette phase. Hein. La première phase du décollage s'est bien déroulée. Vous nous dites qu'environ dans 6 minutes, hein, il y aura une nouvelle phase absolument cruciale. Oui, la séparation. La séparation. Il va durer combien de temps, le trajet jusqu'à l'ISS? 19 heures. C'est très court. On a toujours eu des rendez-vous d'au moins 2 jours avec les vaisseaux américains précédents. Les Russes, récemment, ont réussi à faire des rendez-vous en 6 heures, 4 orbites. Mais là, entre le moment où Bob et Doug ont décollé et le moment où ils vont rejoindre la station dans 19 heures, la station aura tourné une douzaine ou une treizaine de fois autour de la Terre. La station qui est à 400 km de la Terre, ok. Philippe Wilkens, ils vont faire quoi une fois arrivés sur place, les 2 astronautes? Alors c'est un vol de démonstration. Hein. Donc effectivement, l'essentiel de la mission, c'est de décoller, d'arriver à la station et de revenir. Après, il y a un séjour dans la station, ils vont rejoindre les 3 astronautes qui sont à bord et ils vont évidemment s'intégrer à l'équipe pour faire un certain nombre d'expériences et préparer effectivement leur retour. Donc, comme tu disais, Jean-François, la mission, elle a une durée qui n'est pas encore complètement déterminée aujourd'hui et donc ils ont un plan de charge assez concentré sur les semaines qui vont venir. On veut vraiment profiter de leur présence à bord pour aider à produire des résultats scientifiques, puisque la station est sous-employée aujourd'hui par rapport à ce qu'elle pourrait fournir en données scientifiques par toutes les expériences présentes dans les différents modules laboratoires. Il faut savoir que cette station est habitée depuis 2000 ans de façon permanente, entre 3 et 6 personnes. Donc là, on est un peu en sous-effectif et ce coup de main sera vraiment utile. Mais j'attire l'attention sur ces images parce qu'elles sont... je parle un petit peu en homme de communication, c'est extraordinaire, non seulement sur le plan technique, de pouvoir suivre l'ensemble de... déjà la flamme de l'étage, le fait que ces 2 astronautes soient aussi sereins à l'intérieur, la trajectoire, on voit vraiment les corrections amenées par l'étage que vous venez de voir. Donc ça, c'est extraordinaire. À 21h30, vous l'avez vécu donc en direct sur BFM TV. La fusée SpaceX avec 2 astronautes américains à bord a donc décollé. Premier vol habité confié à une entreprise privée. Jean-Bernard Cadier, vous êtes sur place aux États-Unis et les premiers mots aussi de Donald Trump qui a assisté à ce décollage. C'est incroyable. Voilà sa première réaction. En anglais, it was pretty great. Effectivement, c'est ce que vient de dire le président Donald Trump. C'est incroyable, c'était magnifique. C'est ce qu'il vient de dire parce qu'il a assisté à 3 km de là au décollage de la fusée. Il était aux côtés du vice-président Mike Pence. Mike Pence était avec son épouse. Donald Trump, lui, n'était pas avec son épouse. Melania était venue mercredi, elle avait fait l'aller-retour de Washington, mais elle n'a pas voulu le faire aujourd'hui, ou peut-être pas pu le faire. Donald Trump a quitté Washington il y a quelques heures. Il rentrera ce soir. C'est une parenthèse tout à fait bienvenue pour lui dans une période extrêmement difficile avec les émeutes qui se multiplient dans ce pays après la mort d'un Noir à Minneapolis, après le chiffre de 100 000 morts causés par le virus qui a été rendu public cette semaine aux États-Unis. Donald Trump a pu oublier tout ça pour quelques minutes et voir cette fusée qui marque le retour des États-Unis dans les lancements et dans la présence active des astronautes dans l'espace,
alors que depuis 9 ans, les États-Unis ne pouvaient plus lancer de fusées. Ils devaient compter exclusivement sur les Russes. Donald Trump est dans une phase où il essaye de rendre les Américains autonomes, surtout après la crise du virus. Il est absolument ravi que les Américains soient désormais autonomes en termes de lancement, mais il faut aussi, la vérité historique nous doit de le rappeler que c'est Barack Obama qui a lancé ce programme public-privé. Jusqu'à présent, c'était 100% public, la NASA. Aujourd'hui, c'est public et privé, puisque c'est SpaceX qui a été plus rapide que Boeing. SpaceX qui a pu présider à ce lancement aujourd'hui. C'est Barack Obama qui a lancé ce programme public-privé, dont on voit aujourd'hui un premier succès notoire. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier. Je voudrais qu'on dise un mot des images parce qu'on a aperçu assez furtivement les 2 astronautes se faire un check, comme on dit, un check des points. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe Wilken? On voit qu'ils sont dans un apesanteur là, donc l'injection est en train de se dérouler dans 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Là, on aura une séparation de Crew Dragon du 2e étage, et là ils sont dans l'espace, Jean-François. Ils y sont. On a vu le petit. Là ils sont en orbite, en apesanteur, jusqu'à ce qu'ils rallument le moteur à la fin de la mission pour rentrer sur Terre. Donc évidemment, ils se sont congratulés mutuellement. Ouais. Ça, on est heureux parce que la partie la plus difficile sur le plan astronautique, la plus intense, la plus risquée, est derrière eux maintenant. Ouais. Donc ils peuvent se détendre un peu, mais il faut attendre quand même la séparation qui va leur donner une petite secousse, parce que la séparation utilise des équipements pyrotechniques qui créent un bruit, un flash lumineux, un choc. Et là, ils sauront qu'ils sont séparés du 2e étage. C'est très important qu'ils réussissent cette séparation. Avec les caméras à l'intérieur, à mon avis, on verra le choc des 2 astronautes. Ouais, alors, c'est dans combien de temps maintenant? Voilà, c'est à 12 minutes et... C'est dans 45 secondes. C'est dans 45 secondes. 45 secondes. Là, en tout cas, Rachel Villain, ce qu'on sait, c'est que la capsule Dragon, est sur la bonne orbite pour atteindre la station spatiale. Oui, et on a vu aussi ces images du retour du 1er étage du lanceur, qui est en fait une innovation introduite par SpaceX, qui maintenant est presque une routine pour la société SpaceX, donc de récupération des étages, et qui change tout le modèle économique d'un lanceur, puisqu'on récupère des étages du lanceur et on ne lance pas à chaque fois un nouveau lanceur. Alors on va bien regarder les images des astronautes, puisque avec cette séparation, vous nous disiez, on va peut-être voir effectivement le choc. On se prépare à ce moment-là physiquement, particulièrement. Ils l'ont vécu en simulateur, ils savent à quoi ça ressemble, donc quand ça va se passer, pour eux, ce sera normal. Ouais. Moi, je ne peux pas résister à penser à nos astronautes européens qui seront assis là dans les années qui vont venir, puisqu'ils vont utiliser également ce moyen de transport. Voilà, ça y est, on voit la séparation. Voilà, le vaisseau est autonome en orbite, et dans quelques secondes, ils vont déployer le nez de façon à exposer au vide le mécanisme d'accostage qui leur servira demain à s'accoster à l'ISS. Ils sont déjà à 28 000 km à l'heure. Superbes images Regardez la Terre, en direct, effectivement, la Terre. Belle. Image rare. Ils sont relax, regardez, ils croisent même les pieds. Donc, ils sont comme dans leur fauteuil là. Ils sont partis là pour 19 heures de vol. Oui, avec un petit somme entre-temps. Un essai de pilotage manuel, qui n'est pas quelque chose de normal dans les missions commerciales. Ils se relaient pour dormir? Non. Ils ont un casse-croûte. Oui, alors peut-être. Ils ont un casse-croûte. Leur poche de jambes était assez épaisse. Je pense qu'ils ont peut-être un sandwich comme on l'emmène souvent avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur bagage? Avec eux, il y a quoi dans cette capsule? Ils amènent de l'équipement pour travailler en orbite. Il y a peu de bagages. Ils ont des vêtements, bien sûr, leurs vêtements, leur repas pour leur séjour. Puisque cette capsule transporte à la fois des humains, mais aussi une cargaison assez importante, et qui va permettre le ravitaillement à chaque mission de relève d'équipage. Il y aura aussi du ravitaillement de vivres, de nourriture, de vêtements, de pièces de rechange. Ce qui est important, excusez-moi, sur cette démonstration, c'est que vous avez 2 astronautes, mais vous avez en fait 7 sièges. Donc vous avez des sièges vides. On aurait peut-être pu faire un peu d'autostop, mais c'est vrai que pour l'instant, vous auriez aimé. Ah oui, je ne peux pas supporter de voir ce siège vide. C'est l'occasion d'expliquer que cette capsule permet... C'est très important pour le programme ISS, parce que ça le rend encore plus robuste. On dépendait que d'un moyen d'accès depuis l'arrêt des navettes. Maintenant, on a à nouveau 2 moyens d'accès. Si un moyen d'accès s'arrête,
on peut toujours aller vers l'ISS. En 2003, quand on a perdu Columbia, les navettes spatiales ont été restées au sol pendant 2 ans et demi. Heureusement que les Russes étaient là pour continuer l'accès. Mais plus important de ça, mais on n'en parle pas souvent parce qu'on n'a jamais eu à l'utiliser, c'est qu'on ne veut pas laisser un astronaute en orbite sans une chaloupe de sauvetage, sans un moyen de retour immédiat à tout moment. Depuis novembre 2000, en fait cette année, les 20 ans d'habitation continue ISS, il n'y a que le vaisseau Soyouz russe qui permettait à l'équipage à tout moment de sauver leur peau si la station devenait inhabitable à cause d'un impact de météorite ou autre. Là, on aura plusieurs vaisseaux. Et celui-là, à lui seul, il peut en ramener tout l'équipage, jusqu'à 7 personnes. Rachel Villain, on a vu le geste de joie et de soulagement aussi des astronautes. Il y en a un autre qui doit être joyeux et soulagé en ce moment, c'est Elon Musk, le patron de SpaceX, qui est derrière tout ça. Et oui, chaque jour apporte ses joies et ses succès et aussi ses surprises, puisque hier, l'échec de son véhicule spatial Starship 4. Donc ça, c'était un prototype ? C'est un prototype d'un énorme véhicule qui doit aller desservir la Lune commercialement, et puis aussi dans son grand projet d'aller vers Mars. Donc ça, c'est le prochain véhicule de transport qui emporte encore plus de passagers. Ouais. Et donc c'était un essai, et donc ça fait partie de son processus d'apprentissage. On teste, et c'est la 4e fois. Et c'est la 4e fois où il y a un échec, mais c'est comme ça qu'il a avancé jusqu'à présent. Et donc aujourd'hui, ce grand succès de la capsule habitée, qui est de son contrat avec la NASA, et donc qui lui permet d'être un fournisseur de confiance pour la NASA. D'ailleurs, il dit, là, SpaceX et cette capsule, c'était un rêve d'enfant. Oui, c'est un homme, à chaque fois qu'il communique, on sent qu'il est vraiment transporté par son projet et son ambition, et ça va dans toutes les directions, puisqu'il y a cette constellation de satellites aussi qui en même temps est déployée depuis 1 an déjà, et qui est la plus grande constellation de satellites en orbite. Quel regard vous portez sur Elon Musk, Jean-François Clairbois ? J'admire à quel point il est habité par sa vision, qui peut paraître excessive, pris au premier degré. Oui, certains le disent mégalo. Multiplanétaire, et il a annoncé il y a 2 ans qu'il mettrait 40 personnes sur Mars en 2024. Ouais. Mais c'est grâce à cette incarnation d'une vision extrêmement forte qu'il a su accepter les échecs, apprendre des échecs et devenir plus fort. Vous savez, les 3 premiers lancements de ces fusées ont été 3 échecs.